La vieille Renault 4 de Nicolas Dubois s'est engagée sur le parking du centre social municipal lors du réveillon de Noël, son fils de 10 ans à ses côtés, quand ses phares ont éclairé quelque chose qui lui a coupé le souffle. 3 silhouettes se tassaient contre une paroi de briques dans le froid polaire. Ce qu'il avait cru être de simples ombres s'est révélé être une vision bien plus poignante. Une jeune mère et ses 2 filles jumelles, âgées de 7 ans, tremblaient, désespérées et affamées. « S'il vous plaît » a chuchoté la femme au moment où Nicolas s'est approché, la voix brisée par l'émotion. « Mes filles. Elles n'ont rien mangé depuis 2 jours. Je ne sais plus du tout quoi faire. » Ce que Nicolas a découvert cette nuit-là en observant cette mère éperdue essayant de protéger ses filles transies du vent glacial l'a entraîné sur une voie de trahison choquante, de fraude dissimulée, et d'une vérité si bouleversante qu'elle allait changer leur vie à tous pour toujours. Avant que nous ne poursuivions, pourriez-vous nous dire de quel coin du monde vous nous suivez? Nous aimons constater la portée de nos récits. Papa, regarde. Les mots étaient à peine audibles, mais ils ont immobilisé la main de Nicolas Dubois qui s'apprêtait à saisir la poignée de la portière. Son fils de 10 ans, Léo, fixait l'extérieur à travers la vitre passager, son haleine formant de la buée sur le verre dans l'air glacial de décembre. Nicolas a suivi son regard à travers le parking du centre social municipal. 3 silhouettes étaient recroquevillées contre le mur en briques du bâtiment voisin. Une femme et 2 jeunes enfants, pressés les uns contre les autres comme pour ne faire qu'un. Leurs manteaux usés n'offraient aucune protection contre le mistral violent qui s'engouffrait dans la rue déserte du village provençal, charriant d'infimes cristaux de neige qui mordaient la peau comme des aiguilles. Nicolas a senti son cœur se serrer. Le réveillon de Noël, un froid de canard, et une mère qui tentait de protéger ses enfants avec la seule chaleur de son corps. Reste 1 minute dans la voiture, mon champion. Il n'a pas attendu la réponse de Léo. Nicolas était déjà sorti, ouvrant le coffre pour y prendre la couverture en laine qu'il gardait pour les situations d'urgence et le sac de conserve qu'ils étaient venus apporter. Ses bottes fatiguées ont crissé sur le sol gelé tandis qu'il s'avançait avec lenteur et précaution, pour ne pas les effrayer. La femme a levé la tête. Même sous la lueur blafarde du lampadaire qui clignotait, Nicolas a pu discerner l'épuisement dans ses yeux bleus, fatigués, suppliants, mais farouchement protecteurs. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, ses cheveux blonds et raides, autrefois manifestement soignés, pendaient maintenant sans vie le long de son visage. Les 2 petites filles blotties contre elle étaient des jumelles identiques, d'environ 7 ans, avec la même chevelure rousse et bouclée et des visages creusés par le froid et la faim. « Excusez-moi de vous déranger » a dit Nicolas d'une voix douce, s'arrêtant à quelques pas. Il a brandi la couverture. « Je m'appelle Nicolas. J'étais venu déposer quelque chose au centre, et j'ai pensé que... Comme j'ai cette couverture et un peu de nourriture, je vous en prie, acceptez-les. » Nicolas s'est retourné et a fait signe à Léo. Son fils était déjà hors du véhicule, sa doudoune ouverte avant que Nicolas n'ait fini son geste. Léo s'est approché en courant et, sans un mot, sans qu'on le lui demande, il a enlevé sa doudoune pour la poser délicatement sur les épaules de la plus petite des jumelles. « Moi, c'est Léo » a-t-il dit, sa voix si douce qu'elle a ému Nicolas jusqu'aux larmes. « Comment tu t'appelles » Mia, a bégayé la fillette, les dents claquant. « Et moi, Ava » a ajouté sa sœur d'une petite voix. « Venez » a dit Léo, tendant la main à Mia. Dedans, il fait bien chaud, et Monsieur Jean-Bernard prépare le meilleur chocolat chaud du monde. Le système de chauffage du centre social municipal faisait un bruit de ferraille, mais il fonctionnait. C'était l'essentiel. Nicolas les a guidés dans le couloir mal éclairé jusqu'à la salle commune où Jean-Bernard, le vieux gardien de nuit qui connaissait Nicolas pour ses dons réguliers, était en train d'ajuster un chauffage d'appoint. Jean-Bernard, ces personnes ont besoin de se réchauffer et de manger un morceau, a dit Nicolas à voix basse. Vous pouvez faire quelque chose ? Le regard de Jean-Bernard s'est posé sur Manon et les jumelles, et son visage ridé s'est immédiatement adouci. Il travaillait dans ce centre social depuis 30 ans. Il avait tout vu, les âmes brisées, les désespérés, les laissés pour compte. Mais la vue d'une mère et de ses enfants un soir de réveillon de Noël avait une résonance particulière. Évidemment, a-t-il répondu, sa voix rude mais bienveillante. Installez-vous. Installez-vous. J'arrive. Manon s'est effondrée sur le canapé élimé, comme si ses jambes ne la portaient plus. Ava et Mia se sont serrées contre elle, grelottant toujours malgré la chaleur qui commençait à les envahir. Nicolas a enroulé la couverture autour d'elles 3, l'abordant avec soin sur leurs petites épaules. Merci, a de nouveau murmuré Manon. Elle le répétait sans cesse,
comme si c'était le seul mot qui lui restait. Léo s'est assis en tailleur sur le tapis face aux jumelles et a sorti une pièce d'1 € de sa poche. « Je vous montre un tour de magie », a-t-il demandé pour tenter de les faire sourire. Jean-Bernard est revenu avec un plateau chargé de tasses fumantes de chocolat chaud, de sandwichs généreux et d'une assiette de biscuits en forme d'étoile et de sapin. Nicolas a observé les mains de Manon trembler en saisissant la nourriture. Elle a d'abord donné les sandwichs à Ava et Mia, attendant qu'elles aient pris leur première bouchée avant de se permettre la moindre gorgée de chocolat chaud. Les jumelles ont d'abord mangé avec hésitation, comme si elles doutaient de la réalité de ce repas. Puis, la faim a pris le dessus, et elles ont dévoré leur part avec l'avidité désespérée d'enfants qui n'avaient pas mangé à leur faim depuis des jours. Nicolas s'est installé sur un banc à l'autre bout de la pièce avec Léo, pour leur laisser de l'intimité tout en restant à portée de main. Il a observé Manon essuyer délicatement le visage de Mia avec une serviette, encourager Ava à boire son chocolat chaud, et s'assurer que ses filles ne manquaient de rien avant de mordre dans son propre sandwich. Une mère qui agissait comme toutes les mères, faisant passer ses enfants avant tout, même lorsqu'elle était elle-même affamée. Des souvenirs ont refait surface pour Nicolas. 7 ans plus tôt, c'était lui qui s'occupait seul d'un enfant, apprenant au jour le jour, commettant des erreurs, avec le sentiment constant d'être submergé. La voix de Léo l'a tiré de sa rêverie. « Papa, je peux leur faire le tour de magie que tu m'as montré ? Celui où la pièce disparaît. Fais-leur voir, mon grand. » Tandis que Léo amusait les jumelles, Nicolas a remarqué un détail qui l'a troublé. Manon portait toujours une alliance, usée et fine, mais bien présente à son annulaire gauche. Pourtant, aucun mari n'était là, aucun partenaire pour l'aider à protéger ses enfants du froid. Une fois les jumelles repues et détendues, blotties l'une contre l'autre sous la couverture sur le canapé, le ventre plein et le corps réchauffé, Manon s'est approchée de Nicolas. De près, sous la lumière crue des néons, il la voyait mieux. Malgré la crasse sur son visage et la fatigue qui marquait ses traits, elle avait un regard bienveillant, un regard qui avait visiblement versé trop de larmes. « Je ne sais comment vous remercier. Vous n'aviez aucune obligation de faire cela. » Nicolas a secoué la tête. « Puis-je vous demander ce qui est arrivé ? Ne vous sentez pas obligé si vous ne le souhaitez pas. » Le visage de Manon s'est décomposé un bref instant, mais elle s'est ressaisie, retenant ses larmes à force de volonté. Elle a jeté un regard vers ses filles, s'assurant qu'elles étaient trop loin pour entendre. Mon mari, sa voix s'est étranglée sur le mot. Il y a 6 mois, il a fait un gros emprunt sans m'en parler. Il disait que c'était pour une affaire, quelque chose qui allait changer notre vie. Elle a eu un rire, mais un rire vide, brisé. Sur ce point, il n'avait pas tort. Nicolas est resté silencieux, la laissant trouver ses mots. Et puis, il est parti. Il s'est enfui avec une femme qu'il voyait en secret. Il nous a laissés sans rien, si ce n'est ses dettes. Les hommes qui sont venus réclamer l'argent ont tout pris. Notre maison, notre voiture, la moindre de nos économies. Peu leur importait que je n'ai rien signé, que je n'ai été au courant de rien. Ils voulaient juste leur argent. La mâchoire de Nicolas s'est contractée, ses mains se sont crispées sur le banc, ses phalanges blanchissant. Il a abandonné ses propres enfants. Le foyer d'accueil où nous étions est plein ce soir à cause des fêtes. On a attendu dehors toute la soirée, en espérant qu'une place se libère, mais c'est le réveillon. Tout le monde cherche un toit ce soir. Elle a levé les yeux vers Nicolas, et il a vu dans son regard quelque chose qu'il connaissait bien. La honte. Cette honte que l'on ressent quand on a l'impression d'avoir failli à sa mission la plus essentielle. Je cherche du travail partout, mais personne ne veut d'une employée sans adresse. Les filles devraient être à l'école, mais impossible de les inscrire sans domicile. J'ai le sentiment. Sa voix s'est brisée. J'ai le sentiment de les abandonner un peu plus chaque jour. Nicolas comprenait cette sensation. Il l'avait portée comme un fardeau pendant des années après la mort de Chloé. Le poids écrasant d'être le seul rempart entre son enfant et le chaos total. « Vous n'avez pas de famille ?» a-t-il demandé avec douceur. Manon a secoué la tête. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Ma grand-mère m'a élevé, mais elle est décédée il y a 3 ans. Quant à la famille de mon mari, elle a eu du mal à déglutir. Ils m'ont rejeté la faute quand il est parti. Ils ont dit que c'était moi qui l'avais poussé à bout, que je n'étais pas à la hauteur. C'est faux, a affirmé Nicolas avec fermeté. La conviction dans sa propre voix l'a surpris. Vous n'y êtes pour rien. C'est lui le responsable. C'est lui qui a échoué, pas vous. Manon l'a dévisagé,
et de nouvelles larmes ont perlé sur ses joues. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, a-t-elle murmuré. J'ai essayé d'être une bonne épouse. J'ai travaillé dur, je me suis occupé des filles, de la maison. Je ne comprends pas pourquoi je mérite ça. Nicolas s'est penché vers elle, la voix basse et posée. Vous ne méritez rien de tout ça. Et vos filles ne méritent pas de passer le réveillon dehors, dans le froid. À l'autre bout de la pièce, Léo montrait un nouveau tour de magie aux jumelles. Mia a laissé échapper un petit rire fragile, et Ava a applaudi timidement. C'était la première fois que Nicolas les entendait exprimer de la joie. Une idée germait dans son esprit. Une idée irrationnelle, risquée, mais quelque chose dans cet instant transcendait la logique. Écoutez, a-t-il dit, prenant une décision qui allait tout bouleverser. J'ai une petite maison. Ce n'est pas un château, mais il y a une chambre d'amis. Vous et les filles pourriez y rester. Le temps de vous retourner. Les yeux de Manon se sont écarquillés. C'est impossible. Nous ne pouvons pas abuser. Vous ne nous connaissez même pas, j'en sais suffisamment. Nicolas a regardé ses filles. Je sais que vous êtes une mère qui protège ses enfants. Je sais que vous avez besoin d'un coup de main, et je sais que c'est le réveillon de Noël et que je ne peux pas vous renvoyer dans le froid. Il a fait une pause, et un poids qu'il portait sans le savoir depuis 7 ans s'est allégé dans sa poitrine. Je suis père célibataire, moi aussi, a-t-il dit calmement. Ma femme est décédée il y a 7 ans. J'élève Léo seul depuis ses 3 ans. Ce n'est pas simple. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin d'aide. Où j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Il a planté son regard dans celui de Manon. Quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Permettez-moi de faire la même chose pour vous. Manon le fixait comme s'il parlait une langue étrangère. Pourquoi feriez-vous ça? Nous sommes des inconnus. Nicolas a regardé Léo, qui parvenait maintenant à faire rire les deux jumelles avec ses grimaces. Son fils, qui avait perdu sa mère mais jamais sa bonté, qui voyait la souffrance des autres et voulait aider, parce que c'était ce que Nicolas lui avait inculqué. Même lorsque Nicolas lui-même était noyé de chagrin. Parce que c'est la chose à faire, a simplement dit Nicolas. Et parce que personne ne devrait être seul pour Noël. Le trajet vers la petite maison de campagne de Nicolas s'est fait en silence. Manon et les jumelles étaient à l'étroit à l'arrière avec leurs quelques affaires, 2 petits sacs à dos contenant des vêtements de rechange et un lapin en peluche usé qu'Ava serrait comme un trésor. Léo était à l'avant, se retournant de temps à autre pour chuchoter quelque chose aux jumelles, les faisant sourire timidement. L'esprit de Nicolas était en ébullition. Quelle idée folle! Il avait un fils de 10 ans, un budget serré, une maison déjà trop petite pour eux. Et voilà qu'il ramenait 3 personnes de plus. Mais chaque fois que le doute pointait, il revoyait le visage de Manon avant qu'il ne l'aborde. La façon dont elle avait attiré ses filles contre elle, tentant de les réchauffer avec son corps déjà transi et épuisé. L'amour féroce et désespéré d'un parent qui n'a plus rien à offrir que sa propre personne. Il connaissait ce sentiment. À la mort de Chloé, Nicolas avait eu l'impression que son univers s'était désintégré en 1000 morceaux impossibles à recoller. Un instant, elle riait en jouant avec Léo, alors âgé de 3 ans, dans leur jardin. L'instant d'après, elle s'effondrait, le visage livide, les lèvres bleuissantes. Une malformation cardiaque non détectée. Les médecins l'avaient expliqué plus tard, un défaut congénital, une bombe à retardement logée dans sa poitrine depuis sa naissance. Aucun signe avant-coureur, aucune préparation possible, aucune chance de se dire adieu. La première année après sa mort fut un trou noir. Nicolas se souvenait des larmes sous la douche, pour que Léo ne l'entende pas. Des dîners brûlés et des pizzas commandées pour la 3e fois de la semaine. De sa tentative de tresser les cheveux de Léo pour la photo de classe en suivant un tutoriel sur YouTube, un échec cuisant qui l'avait poussé à demander l'aide de sa voisine, Monique Girard. Il avait trouvé son salut dans la routine. La structure était sa seule encre dans le chaos. Debout à 6 heures, petit déjeuner, préparation des déjeuners, Léo au bus scolaire, le travail à l'usine d'embouteillage, le retour, les devoirs, le dîner, le bain, l'histoire du soir. Même quand ses paupières étaient si lourdes qu'il luttait pour les garder ouvertes. 7 ans comme ça. 7 ans à être à la fois père et mère. 7 ans à assister à toutes les réunions parents-professeurs, tous les matchs de foot, toutes les fêtes de l'école. 7 ans à être à la hauteur, même quand il se sentait défaillir. Et pourtant, contre toute attente, il s'en était sorti. On est arrivé.
La voix de Léo a sorti Nicolas de ses pensées. Il se garait devant la petite maison de location, un modeste F3 à la peinture écaillée et au porche légèrement affaissé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur foyer. Manon contemplait la maison comme si c'était un palais. « C'est magnifique », a-t-elle murmuré. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et pleine de vie. Des meubles fatigués, un parquet marqué, un sapin de Noël dans un coin, orné de décorations que Léo avait fabriquées à l'école au fil des ans. Rien de luxueux, rien d'extraordinaire, mais un havre de paix. La chambre d'amis est par là, a dit Nicolas en les guidant dans le couloir étroit. La petite pièce servait surtout de débarras, des cartons d'affaires de Chloé qu'il n'arrivait pas à jeter, de vieux papiers administratifs, des vêtements de Léo devenus trop petits. Je vais vider un peu ce soir. Pour l'instant, Léo dormira sur le canapé, et vous pourrez prendre sa chambre avec les filles. Oh non, je vous en prie, a protesté Manon. On ne peut pas prendre sa chambre. Mais Léo était déjà en train de rassembler ses peluches favorites. C'est pas grave. J'adore dormir sur le canapé, et ce soir, Ava et Mia ont plus besoin de ma chambre que moi. Nicolas a senti sa gorge se nouer de fierté en regardant son fils. Il en était désormais certain, il élevait un garçon au grand cœur. Ça va, Léo, ont demandé les jumelles, alors qu'il tendait son dinosaure en peluche à Mia. Tu peux prendre Rex cette nuit. Il est super fort pour chasser les mauvais rêves. Mia a pris le dinosaure avec délicatesse, le serrant contre elle. Merci, a-t-elle chuchoté. Plus tard cette nuit-là, une fois les jumelles endormies dans le lit de Léo, le ventre plein pour la première fois depuis longtemps, le corps enfin au chaud, Manon a retrouvé Nicolas dans la cuisine. Il préparait du thé, une habitude qu'il avait gardée de Chloé, qui en buvait quand elle avait besoin de réfléchir. L'un des 1000 petits rituels qu'il perpétuait pour garder une part d'elle vivante. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, a dit doucement Manon. Nicolas lui a tendu une tasse. Ce n'est pas la peine. Reposez-vous bien. Demain, on avisera. Je connais un responsable du recrutement à l'usine d'embouteillage où je travaille, il me doit une faveur. Et je connais aussi le directeur de l'école primaire. On pourra inscrire les filles. Les mains de Manon tremblaient en tenant la tasse chaude. Je vous rembourserai. Jusqu'au dernier centime. Dès que j'aurai un travail, je participerai aux courses, au loyer, à tout. C'est promis. Un jour à la fois, a dit Nicolas avec douceur. Ils sont restés un instant dans un silence apaisant, à siroter leur thé. Nicolas observait Manon à la lumière tamisée de la cuisine, les rides de fatigue autour de ses yeux, sa posture, comme si elle s'attendait à tout moment à un nouveau coup du sort. « Vous avez vraiment élevé Léo tout seul ?» a demandé Manon. Nicolas a acquiescé. Ça n'a pas été facile. Ça ne l'est toujours pas. Mais on fait ce qu'il faut pour ses enfants. Et votre femme? Que lui est-il arrivé? Nicolas a senti la douleur familière lui serrer la poitrine. Atténuée par les 7 années, mais jamais disparue. Une malformation cardiaque qu'on ignorait. Elle jouait avec Léo dans le jardin un après-midi. Un instant elle riait, et l'instant d'après, elle n'était plus là. Sans prévenir, sans qu'on puisse se dire au revoir. Je suis sincèrement désolé, a murmuré Manon. Tout. Nicolas l'a regardé droit dans les yeux. Vous avez vos filles, et de ce que j'ai vu ce soir, vous êtes une mère formidable. Cet homme a été un idiot de vous quitter. Les yeux de Manon se sont à nouveau embués de larmes, mais cette fois, elle n'a pas baissé le regard. Pourquoi êtes-vous si bon avec nous? Nicolas a réfléchi à la question, à la mort de Chloé et à l'année de ténèbres qui avait suivi. À Monique Girard et ses plats mijotés chaque semaine, à Jean Bernard au centre social qui les laissait utiliser les douches gratuitement quand les fins de mois étaient difficiles. À toutes ces petites attentions d'inconnus qui avaient permis à Nicolas et Léo de ne pas sombrer. Parce que des gens ont été bons avec moi quand j'en avais le plus besoin. Et parce que la bonté est importante, surtout un soir de réveillon. Manon l'a regardé, et un courant est passé entre eux. Une reconnaissance mutuelle de la douleur, de la lutte, de la force. Ils étaient tous les deux blessés, tous les deux combattants, tous les deux prêts à tout pour protéger les enfants qui comptaient sur eux. Joyeux Noël, Nicolas, a dit Manon d'une voix douce. Joyeux Noël, Manon. Il l'ignorait encore, mais une nouvelle histoire commençait. Une histoire qu'aucun des deux n'avait cherchée, mais dont ils avaient tous deux un besoin vital. Dehors,
la neige a commencé à tomber délicatement sur le petit village provençal, recouvrant les rues d'un manteau blanc, comme pour un nouveau départ. Le matin de Noël s'est levé sur une odeur de crêpes et des rires d'enfants, une mélodie que la maison de Nicolas n'avait pas entendue depuis trop longtemps. Léo avait tenu à partager son nouveau vélo avec les jumelles, qu'il enfourchait à tour de rôle dans le couloir pendant que Nicolas était au fourneau. Manon est apparue dans l'encadrement de la cuisine, l'air plus reposé que la veille, bien que l'inquiétude assombrisse encore son regard. « Je peux aider » a-t-elle aussitôt proposé en s'approchant de la cuisinière. « Laissez-moi faire quelque chose, je vous en prie. » Nicolas s'est effacé, et ils ont trouvé une cadence naturelle. Lui aux crêpes, elle à la mise de table. Leurs gestes s'accordaient avec une aisance surprenante. Pendant le petit déjeuner, Léo a parlé sans s'arrêter de sa nouvelle boîte de peinture et de son projet d'apprendre à Ava et Mia à dessiner des dinosaures. Les jumelles, plus réservées, observaient et s'aventuraient de temps en temps à un petit commentaire. La peur et l'incertitude étaient encore là, mais elles s'ouvraient peu à peu. « Je dois être franche avec vous », a dit Manon après le petit déjeuner, alors que les enfants jouaient dans le salon. Mon expérience professionnelle se limite à la comptabilité et à la gestion de comptes. Avant mon mariage, j'avais un petit cabinet comptable, mais c'était il y a longtemps. Après la naissance des filles, je suis devenue mère au foyer. Vous vous y connaissez en chiffres, a demandé Nicolas. Oui, je suis même plutôt doué pour les budgets et l'organisation financière. Une idée a germé dans l'esprit de Nicolas. Dans ce cas, je sais exactement où vous devriez travailler. L'usine d'embouteillage cherche quelqu'un pour sa comptabilité. La personne en poste est une catastrophe. Rien n'est jamais en ordre. Laissez-moi passer un coup de fil. Les jours qui ont suivi Noël se sont écoulés dans une harmonie étrange et inattendue. Nicolas a contacté son responsable du recrutement, un homme bourru nommé Stéphane Garnier, qui lui était redevable de plusieurs services rendus lors d'une urgence familiale. Stéphane a accepté de rencontrer Manon. Une semaine plus tard, elle était embauchée. Manon a commencé au service comptable et, en l'espace de 2 semaines, elle avait réorganisé tout le système de classement et identifié 3 erreurs majeures qui coûtaient cher à l'entreprise. Un jour, à la pause déjeuner, Stéphane a pris Nicolas à part. « Où est-ce que tu l'as dénichée ? Elle est exceptionnelle. Notre meilleure recrue depuis des années. » Nicolas a ressenti une immense fierté. Pas celle que l'on éprouve pour soi-même, mais celle, plus profonde, que l'on ressent pour la réussite d'un être cher. Un être cher ? Nicolas a chassé cette pensée, mais elle est restée en suspens. Dès son premier salaire, Manon a insisté pour participer aux dépenses du foyer. Nicolas a tenté de refuser, mais elle s'est montrée inflexible. « Vous nous avez déjà tout offert », a-t-elle dit avec fermeté. « Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Laissez-moi avoir le sentiment de ne pas être un fardeau. » Ils ont donc trouvé un arrangement, elle s'occuperait des courses, Nicolas du loyer et des factures. Ils partageraient le reste. La maison a commencé à se transformer, à se remplir de vie. Les rires des jumelles résonnaient dans des pièces trop longtemps silencieuses. Ava faisait des dessins que Manon affichait sur le réfrigérateur. Mia fredonnait des chansons en coloriant à la table de la cuisine. Léo s'épanouissait dans ce rôle de grand frère, leur apprenant des jeux, leur montrant ses livres préférés, veillant sur elle. Les dîners en famille sont devenus un rituel. Nicolas cuisinait pendant que Manon aidait les enfants à faire leurs devoirs. Ils se retrouvaient autour de la petite table, partageant les anecdotes de leur journée, élaborant des projets pour le week-end. Tout cela semblait si naturel, si juste. Nicolas se surprenait parfois à observer Manon. Sa façon de rire aux blagues de Léo. Sa manie de se mordre la lèvre quand elle se concentrait sur un tableau Excel. Le geste qu'elle avait de glisser une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. Un soir, ils faisaient la vaisselle ensemble après le dîner. Nicolas au lavage, Manon à l'essuyage. Leurs mains se sont effleurées quand elle a attrapé une assiette. Une décharge électrique a parcouru le bras de Nicolas. Manon l'a senti aussi. Il l'a deviné à sa façon de se figer, de retenir sa respiration. « Pardon » a-t-il marmonné. « Ce n'est rien » a-t-elle répondu doucement. Mais l'atmosphère entre eux avait changé, chargée d'une tension nouvelle qu'aucun des deux n'osait encore nommer. 2 mois ont passé. Le printemps chassait peu à peu l'hiver. Manon et les jumelles faisaient désormais partie intégrante de la vie de Nicolas, de sa maison, de sa routine, de son cœur. Un samedi après-midi, Manon était dans la chambre d'Amy,
mettant de l'ordre dans de vieux papiers pour tenter de redresser sa situation financière, de démêler le chaos laissé par son ex-mari. Nicolas était dans la cuisine quand il a entendu son cri de surprise. Nicolas, sa voix était altérée. Nicolas, il faut que je te montre quelque chose. Il l'a trouvée assise par terre, au milieu de vieux documents, les mains tremblantes, tenant un relevé de compte. Qu'y a-t-il ? A-t-il demandé en s'agenouillant près d'elle. Le prêt, a-t-elle dit, la voix chevrotante. Le fameux prêt de mon mari. Nicolas, regarde cette signature. Elle lui a tendu le document. La signature était une imitation grossière. L'écriture ne ressemblait en rien aux autres signatures de Manon sur des documents officiels. Il a imité ma signature, a-t-elle murmuré. C'est une fraude. Je n'ai jamais été légalement responsable de cette dette. L'esprit de Nicolas s'est mis à tourner. Les types qui ont pris ta maison, tes économies. Ce n'étaient pas de vrais usuriers. C'étaient sans doute ses complices, pour faire croire à une vraie saisie et lui permettre de s'enfuir avec l'argent. La voix de Manon gagnait en assurance. La colère prenait le pas sur le choc. J'ai de vieux SMS, des relevés de compte avec des virements suspects. Je sais où ils se cachent maintenant. À 2 villes d'ici. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux avant de devoir vendre mon téléphone. Nicolas l'a prise doucement par les épaules. On va régler ça. Mais Manon, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est un délit. Tu pourrais. Pas d'avocat, pas de tribunaux, l'a interrompu Manon, le regard déterminé. Je veux le voir en face. Je veux qu'il sache que j'ai découvert son manège. Et je veux récupérer ce qu'il a volé à mes filles. Nicolas a vu dans ses yeux une force qu'il ne lui connaissait pas. Une force brute, puissante, inébranlable. Alors, on y va. Mais je t'accompagne. Tu n'y vas pas seul. Le trajet a duré 40 minutes. Manon avait obtenu l'adresse de son ex-mari par un vieil ami commun qui ignorait tout de l'affaire. L'immeuble était décrépit, la peinture s'écaillait, le genre d'endroit où l'on se terre quand on a quelque chose à se reprocher. Nicolas s'est garé en face. Tu es sûr de vouloir faire ça? Manon a hoché la tête. Absolument. Ils ont gravi les escaliers jusqu'au 3e étage, appartement 3C. Manon a frappé. D'un coup sec, assuré, sans la moindre hésitation. L'homme qui a ouvert la porte ne correspondait pas du tout à l'image que Nicolas s'en était faite. Taille moyenne, cheveux clairsemés, en pantalon de jogging et t-shirt taché. En voyant Manon, il a blêmi. Manon, qu'est-ce que... Comment tu... Je sais tout, Thomas, a dit Manon d'une voix glaciale. Le faux prêt, la signature imitée, tes amis déguisés en créanciers, tes dettes de jeu que tu as cachées en ruinant ta famille. La bouche de Thomas s'est ouverte et refermée, sans qu'aucun son n'en sorte. Je ne vois pas de quoi tu parles. Manon a sorti son dossier. J'ai des relevés de compte avec des virements sur des comptes offshore, des SMS que tu as oublié de supprimer, des preuves de tes activités de jeu, et j'ai des témoins qui confirmeront que tu t'es vanté de ton plan. C'était un coup de poker. Elle n'avait aucun témoin, mais Thomas l'ignorait. Son assurance s'est effondrée. Manon, je t'en prie. J'étais aux abois. Le jeu m'a dépassé. Tu as gâché la vie de tes enfants pour sauver la tienne, a rétorqué Manon, la voix tremblante d'une rage contenue. Tu les as mis à la rue. Tu les as laissés grelotter de froid, affamés et terrifiés, le soir du réveillon, Thomas. Tes filles étaient réduites à mendier de la nourriture le soir de Noël pendant que toi, tu étais bien au chaud dans cet appartement. Des larmes ont coulé sur les joues de Thomas, mais c'étaient des larmes d'apitoiement. Des larmes de culpabilité et de honte, pas de remords sincères. Nicolas s'est avancé, incapable de se contenir plus longtemps. Tu vas nous rendre le moindre centime que tu as volé. Tout ce qu'il te reste, tu nous le donnes. Je n'ai plus tout, a pleurniché Thomas. J'ai presque tout perdu au jeu, alors tu donneras ce que tu as, a affirmé Manon. Et tu signeras un document où tu reconnais la fraude. Sinon, je raconte tout à tout ton entourage, ta famille, ton patron, tes amis. Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme tu es. Thomas les a regardés. Cette femme qu'il avait trahie et cet inconnu qui se tenait à ses côtés, tel un protecteur. Il a compris qu'il n'avait aucune issue. D'accord, a-t-il murmuré. Je vais chercher ce que j'ai.
Ils ont quitté l'appartement 20 minutes plus tard, avec un chèque de banque de 30 000 €. Pas la totalité de ce que Thomas avait volé, mais c'était un début. Et ils avaient une confession signée, certifiée par un voisin que Thomas avait fait venir. Dans la voiture, Manon est restée silencieuse, le regard fixé sur le chèque. Puis, tout à coup, elle a éclaté de rire. Pas le rire vide d'avant, mais un rire authentique, profond, libérateur. Je n'en reviens pas que ça ait marché, a-t-elle dit, à bout de souffle. Nicolas s'est mis à rire avec elle. Tu as été incroyable. Déterminée, puissante. Je n'avais jamais vu ça. Le rire de Manon s'est calmé, et elle s'est tournée vers Nicolas. Elle l'a vraiment regardé. Je n'y serais jamais arrivé sans toi, sans savoir que tu étais là, que je n'étais plus seul. Nicolas a rangé la voiture sur le bas-côté, le cœur battant la chamade. Manon, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? La vérité qui m'a bouleversé, a-t-il dit, la voix enrouée par l'émotion. Ce n'est pas la fraude, ni l'argent, ni ce que ton ex-mari a fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de t'avoir vue dans cet appartement, si forte, si courageuse, si brillante. C'est de m'être rendu compte que je suis amoureux de toi depuis des semaines, peut-être des mois. Nicolas a pris sa main. C'est de comprendre que je ne t'ai pas sauvée. Tu t'es sauvée toute seule. Mais j'ai aussi compris autre chose. Quoi? A murmuré Manon. J'ai besoin de toi. Pas parce que tu as besoin d'aide, mais parce que tu embellis ma vie. Tu embellis la vie de Léo. Tu as redonné à notre maison l'âme d'un foyer. Il a pris une inspiration tremblante. Je ne veux pas que tu utilises cet argent pour trouver un autre logement. Je veux que tu restes. Je veux qu'on soit une famille. Une vraie famille. Des larmes coulaient sur les joues de Manon. Nicolas, je... Ne réponds pas tout de suite, a-t-il dit précipitamment. Je voulais juste que tu le saches. Que tu saches que ce qui n'était qu'un geste de bonté un soir de Noël est devenu quelque chose de plus, quelque chose de vrai. Manon s'est penchée par-dessus la console et l'a embrassé. Un baiser d'abord timide, puis plus passionné, chargé de toute l'émotion qu'ils avaient refoulée pendant des mois. Quand ils se sont séparés, ils pleuraient tous les deux. Je t'aime aussi, a murmuré Manon. Je t'aime depuis cette nuit où tu m'as préparé un thé et m'as dit que je n'étais pas une mauvaise mère. Depuis que tu m'as regardé comme si j'existais, comme si j'avais de la valeur. Tu as une valeur inestimable, a dit Nicolas avec ferveur. Parfois, la personne dont on a besoin arrive dans notre vie au moment précis où l'on en a le plus besoin. 2 ans plus tard, le centre social municipal était paré de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses. Nicolas se tenait à l'avant de la salle, dans un costume que Léo l'avait aidé à choisir. Son fils était à ses côtés, son témoin de mariage, un large sourire aux lèvres. Jean-Bernard, le vieux gardien de nuit qui les avait accueillis le premier soir, se tenait face à eux, un petit livre à la main. « Mes chers amis », a-t-il commencé, sa voix rude étonnamment douce. Les portes du fond se sont ouvertes, et Manon est apparue. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux blonds ondulant doucement sur ses épaules. Ava et Mia la précédaient, petite fille d'honneur, jetant des pétales de fleurs en riant. Nicolas a eu le souffle coupé. Elle était d'une beauté éblouissante, pas seulement physique, mais dans tout ce qui comptait, sa force, sa bonté, sa résilience, son amour. Quand Manon l'a rejoint, elle lui a pris les mains, et Nicolas a vu des larmes briller dans ses yeux. Nous sommes réunis aujourd'hui, a poursuivi Jean-Bernard, pour célébrer l'union de 2 familles qui se sont trouvées quand elles en avaient le plus besoin. Pour célébrer l'amour né de la bonté, pour célébrer les secondes chances et les nouveaux départs. Nicolas n'a presque rien entendu du reste de la cérémonie. Il était absorbé par le regard de Manon. Par la solennité de l'instant, par la conscience que, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il s'était trouvé. Oui, je le veux, a-t-il dit d'une voix forte et assurée quand son tour est venu. Oui, je le veux, a répété Manon, les larmes coulant sur son visage. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare donc mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Nicolas a attiré Manon contre lui et l'a embrassée sous les acclamations de Léo, Ava et Mia. La petite assemblée d'amis et de collègues a applaudi. Jean-Bernard a essuyé une larme avec un mouchoir. Ce soir-là, à la réception de mariage organisée dans le même centre social où tout avait commencé, Nicolas s'est levé pour porter un toast. Léo lui a tendu un verre,
et Nicolas a balayé du regard tous les visages qu'il aimait. Il y a 2 ans, a-t-il commencé, je pensais simplement aider une inconnue un soir de Noël. Je pensais faire la bonne chose, offrir un peu de chaleur, de nourriture et un toit à une mère et ses enfants dans le besoin. Il a regardé Manon, qui le contemplait avec un amour si intense que sa poitrine s'est serrée. Mais la vérité qui m'a bouleversé n'avait rien à voir avec la fraude, l'argent ou la justice. La vérité, c'est qu'en voyant Manon protéger ses filles, j'ai reconnu quelque chose en elle. Je me suis reconnu moi-même. J'ai reconnu la force, l'amour et la détermination. Il a fait une pause, la voix chargée d'émotion. La vérité, c'est qu'en voulant l'aider, c'est elle qui m'a aidé. Elle a ramené la lumière dans une maison plongée dans l'obscurité depuis trop longtemps. Elle a donné des sœurs à Léo. Elle m'a redonné foi en l'amour. Nicolas a levé son verre. La vérité qui m'a bouleversé, c'est que parfois, les choses brisées peuvent devenir plus belles qu'avant. Que l'amour nous trouve quand on est occupé à faire le bien. Que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est être là, jour après jour, pour ceux qui comptent. Tout le monde a levé son verre. À Manon, a dit Nicolas, aux secondes chances, et au foyer que l'on trouve là où on s'y attend le moins. À la famille, a ajouté doucement Manon. À la famille, a repris l'assemblée en chœur. Alors que la fête battait son plein, Nicolas a serré Manon contre lui, se balançant lentement au rythme de la musique. Léo apprenait une danse comique à Ava et Mia, et leur rire remplissait la salle. Merci, a murmuré Manon contre le torse de Nicolas. Pourquoi ? De m'avoir vu quand j'étais invisible. De nous avoir offert un foyer quand nous n'avions nulle part où aller, d'aimer mes filles comme si elles étaient les tiennes. Nicolas a relevé son menton pour la regarder dans les yeux. Merci à toi d'avoir fait confiance à un inconnu. De m'avoir ouvert ta vie, d'avoir complété notre famille. Ils se sont embrassés tendrement, tandis que la neige se mettait à tomber dehors, comme lors de ce premier réveillon de Noël. Nicolas a repensé à cette nuit, 2 ans plus tôt. À ces 3 silhouettes grelottant dans le froid. À cette décision de tendre la main plutôt que de détourner le regard. À la façon dont un simple acte de bonté s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais osé l'imaginer. Parfois, les plus grands miracles naissent des choix les plus simples. Parfois, en sauvant quelqu'un, c'est soi-même que l'on sauve. Et parfois, un soir de réveillon glacial, en ouvrant son cœur à un inconnu, on trouve ce qui nous a toujours manqué. Mes amis, si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple acte de gentillesse, ne vous contentez pas de la regarder. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre famille sous Lift Stories pour d'autres récits qui restaurent la foi en l'humanité. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la bonté n'est jamais perdue.